Bonjour à tous, bienvenue sur la cour commune. Aujourd'hui, nous vous parlons de grossesse. Vous êtes enceinte ou bien vous avez envie de tomber enceinte ou bien vous avez envie d'être papa. Eh bien, nous allons donc vous dire tout ce qui concerne la grossesse. Comment est-ce que ça se passe avec nos spécialistes qui sont attendus en plateau. Mais pour l'instant, pour démarrer cette émission, je suis avec Émeric Okupeli. Bonjour. Bonjour Bounel aussi, bonjour Alilat, bonjour aux amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien, chez vous? Très bien également, merci d'être avec nous ce matin. Et bien entendu, Alila Touraman, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est un plateau auquel vous pouvez participer comme tous les autres d'ailleurs. Nous serons très heureux de recevoir vos témoignages. Si vous êtes maman, comment est-ce que ça s'est passé, votre grossesse, sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou encore vos réactions sont aussi attendues sur WhatsApp, sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. N'hésitez donc pas à nous appeler ou à nous écrire pour nous en parler. La grossesse, est-ce une maladie? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui sur la grossesse, est-ce une maladie? Est-ce que vous avez l'impression peut-être que des femmes qui tombent enceintes, bien qui sont enceintes, ont du mal avec les grossesses aussi, bien sont complètement malades à cause de la grossesse? Non, la grossesse pour moi n'est pas une maladie. C'est un processus de développement d'un nouvel être, un fœtus au sein du ventre de la femme. On ne peut pas qualifier la grossesse de maladie parce que c'est un processus normal qui vient après une relation sexuelle, après la fécondation et tout ça. C'est un processus que va sûrement nous expliquer les médecins, les spécialistes sur le plateau, mais ce n'est pas une maladie. Très bien. La grossesse n'est pas une maladie. Émeric? Oui, je partage entièrement l'avis de Alilat Draman sur le sujet. Quand on parle de grossesse, il faut dire que c'est une naissance d'un fœtus dans le corps de la femme après, bien évidemment, un rapport sexuel qui a bénéficié de la fécondation. Donc, dire que c'est une maladie, c'est vrai que la grossesse peut engendrer d'autres maladies que peut-être les spécialistes vont nous expliquer, mais la grossesse en elle-même ne peut être une maladie. Une maladie, très bien. Alors, Aïla, je reviens à vous. Vous avez côtoyé peut-être des femmes enceintes. Oui. Est-ce que tout c'est peut-être du regard que vous avez eu sur ce processus-là, justement, votre avis, comment ça s'est passé? La grossesse, c'est une période de vulnérabilité, autant pour la femme que pour le bébé à naître. Je parle de vulnérabilité parce que la femme peut être exposée physiquement, psychologiquement à de nombreuses maladies. Psychologiquement, parfois, il y a des grossesses qui ne sont pas attendues, qui arrivent. Oui. Et même quand c'est attendu et que ça arrive, il n'y a pas encore une école de préparation à la grossesse. On voit, surtout quand c'est le premier geste. Après, oui, on a eu de l'expérience, mais quand c'est le premier geste, on voit des femmes qui constatent un changement du jour au lendemain. Soit les signes diffèrent en fonction de la femme, mais on sait la plupart du temps il y a l'arrêt des règles. On constate qu'on n'a plus de règles, ou soit ça commence par les nausées, par les vomissements. Donc on est sensible aux odeurs. C'est selon la femme. Après, elle n'est pas préparée, elle constate un changement de son corps, son physique. Elle est une femme qui aime porter des mini-robes. Après, il y a l'anecdote sur les femmes qui portent des garçons qui finissent par avoir un gros nez. Ça déforme votre visage physiquement parce que biologiquement, vous pouvez tomber malade. Il y a des maladies qui peuvent accompagner la grossesse. Vous êtes vulnérable aux infections, vous êtes vulnérable à beaucoup d'autres choses. Il y a la sensibilité qui s'installe et donc selon chaque femme, elles vivent différemment la grossesse, mais c'est une période très sensible pour chacune qui mérite qu'on ait beaucoup d'attention et de soins.
Absolument, une période sensible. D'ailleurs, nous attendons une maman qui va pouvoir nous dire comment est-ce que ça s'est passé à son niveau. Émeric. Oui, je crois que il faut souligner que quand on parle de la grossesse, c'est d'abord une période de transformation. Vous savez, quand une femme tombe enceinte, elle se métamorphose en quelque sorte et elle peut devenir laide comme elle peut devenir très jolie. Donc c'est une période de transformation et du corps et de tout ce qui compose la femme en général. Donc il faut dire que cette période varie de 8 à 9 mois selon le cas. Bon, les médecins auront l'occasion de nous expliquer. Maintenant, il faut dire aussi également que il y a les grossesses aussi varient d'une femme à une autre. Il y a des femmes qui, quand même, lors de leur période de grossesse, ne développent pas autant de problèmes comparativement à d'autres. Voilà. Donc, il faut dire que c'est d'abord une préparation. Quand on est préparé à ça, en tout cas, tout ce qui est lié à la grossesse s'amoindrit. Mais quand on n'est pas préparé, c'est encore un autre problème. Quand ça vient comme ça, il y a beaucoup d'autres soucis qui entrent dedans et puis ça peut impacter sur la période de grossesse de façon négative. Très bien. On parlait de préparation à la grossesse. Justement, il s'agit de préparation de quel ordre selon vous et comment se préparer? Il faut déjà vouloir tomber enceinte. Ça commence par là. Quand on tombe enceinte sans l'avoir voulu, sans l'avoir voulu à ce moment-là, parce qu'on peut vouloir d'un enfant et ne pas être prêt à ce moment où ça arrive. Il faut planifier et faire en sorte que ça arrive quand vous l'avez décidé ou le moment où vous pensez être propice, où vous êtes préparé, vous êtes mise dans les conditions qu'il faut pour attendre un enfant. La préparation également financière. Il faut pas il faut pas avoir les poches vides. Pour ceux qui disent que chaque enfant vient avec ce qu'il va manger, j'entends ça souvent dans notre tradition. Chaque enfant vient avec ce qu'il va manger, mais avant de venir, il faut qu'on prenne soin qu'il vienne en parfaite santé, voilà. Qu'on s'assure que quand il va tomber malade, il y aura de l'argent pour lui donner des soins appropriés et tout ça. Soi-même, la mère, il faut être mentalement préparé. Quand on est dans son boulot, on a un boulot où on est très stressé, il faut pouvoir prendre des dispositions pour savoir comment concilier la grossesse et le boulot pour que ça ne joue pas assez sur vous. Il y a la préparation spirituelle. Vous savez, en période de grossesse, il y a beaucoup de choses qu'on vous interdit. Oui, beaucoup de choses qu'on vous interdit. Parfois, on se demande si tout est vrai. Quelles études ont prouvé qu'il ne faut pas manger ci et ça. Donc, il faut se préparer aussi à respecter les interdits. Si on est une femme qui aime beaucoup le gombo, c'est un exemple que je prends comme ça. Ce n'est pas que c'est ça. Qui aime beaucoup le gombo, qui aime le lait, qui aime la glace et tout ça. Et que peut-être votre grossesse va vous les interdire. Si vous n'êtes pas préparé vous serez tenté Et il faut avoir conscience dès le départ que la grossesse, c'est une responsabilité qui implique beaucoup de sacrifices de vous. Oui, beaucoup de sacrifices. Et d'ailleurs, le médecin qui devait nous rejoindre en plateau est là, je pense. Nous allons donc pouvoir l'installer sur le plateau pour pouvoir avoir plus d'amples explications. Voilà, finalement, nous allons donc installer nos deux invités attendus. Dr Gloria Votonou, Lady, bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va, et chez vous? Très bien également. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes médecin-chef dans une clinique de la place. Et bienvenue donc sur le plateau pour nous parler de grossesse. Alors, je suis également avec Karima Tilawani. Bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez ce matin? Très bien, merci. Et vous? Très bien également. Merci d'être avec nous aussi. Vous êtes consultante marketing
Et vous êtes maman de combien d'enfants? 3 enfants. Waouh! Il y en a de l'expérience à nous raconter. Très bien. La grossesse, est-ce une maladie? Nous avons, disons, une maman et une spécialiste qui vont nous donner également leurs avis. Mais avant, de manière simple, peut-être avec quelques mots techniques, comment est-ce qu'on peut comprendre la grossesse, docteur Lélégie? Merci beaucoup, madame. La grossesse, c'est un état de la femme. Elle dure 9 mois où la femme donne naissance à un enfant. Donc, elle dépend de chaque femme aussi. La grossesse, le bien-être de la grossesse dépend aussi de chaque femme. Très bien. Et je voudrais bien demander à Madame Lawani, alors votre première grossesse, comment est-ce que vous l'avez su, comment c'est arrivé? Merci madame. Ma première grossesse, je l'ai su quand j'ai pas eu mes règles. Normal. J'étais là, subitement les règles ne venaient pas, j'espérais à une date donnée, ça ne venait pas. Bon, je dis, ça c'est quoi? Suite à ça, les fatigues ont commencé. Fatigue extrême, je ne comprenais rien. Je me disais que c'est le palu. C'est palu. Je suis allée à l'hôpital, je me suis fait consulter. Tout, mais ça n'allait pas toujours. Bon, j'ai dit, ils ont fait le test de palu, ils n'ont rien trouvé. Et ça étonnait tout le monde. C'est quoi? Elle a quoi? La jeune fille dynamique, là, elle est devenue subitement malade. Bon, faible. Donc, très faible. Et puis, c'est comme ça que j'ai su que j'étais enceinte. Et après, la nausée, les vomissements, tout cela a commencé. Comme elle a dit, hein, déjà l'absence de règles, c'est le premier signe de la grossesse. Quoi d'autre surviennent après pour les autres femmes? Certaines femmes n'ont rien du tout, parfois. Oui. Ça dépend de l'organisme de chaque femme. Ça dépend d'une femme à une autre. Il y en a qui viennent jusqu'à 6 mois sans rien sentir. Elles ne sont pas malades, elles n'ont rien du tout. Elles sont en forme. Même des fois, même cette absence de règles dont on est en train de parler, certaines femmes n'en ont pas. Elles ont des saignements tous les mois, jusqu'à un moment donné où elles-mêmes, peut-être que, puisque déjà peut-être à 6 mois, la grossesse commence par beaucoup demander à la femme, elle commence peut-être pas à se sentir un peu faible. Elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai? Mais il y en a d'autres déjà, à la 3e semaine, ça commence déjà. Voilà. Moi, c'est par exemple mon cas. Déjà, à 3 semaines de grossesse, là, je vomissais partout, je suis partout. Voilà. Donc, ça dépend de l'organisme de chaque femme. Voilà. Très bien. Comment on supporte ces signes-là? Parce que je me dis que ça ne va pas être complètement agréable non plus, même si, bon, ça dépend. Normal. Oui, même si c'est normal et qu'on est peut-être heureuse d'être enceinte, ça dépend de la situation dans laquelle on est. Comment on supporte tous ces signes-là? Il faut dire que la grossesse, c'est une étape magique et contraignante à la fois. Donc, pour supporter, là, il faut d'abord avoir le mental. Et quand c'est le premier geste, quel que soit ton mental, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu traînes des malaises pas possibles, tu n'es pas du tout à l'aise au moment où tout le monde a envie de manger, toi tu n'as pas envie de manger, l'appétit, l'anorexie, donc un peu de tout à la fois et puis on ne sait pas où mettre la tête. Donc c'est un peu ça par rapport à comment supporter. Oui. Est-ce qu'on supporte? Est-ce que ça se supporte? Ça passe. Ça supporte pas, ça se supporte. Mais malgré même les soins, même si tu viens à l'hôpital, H24 là, aujourd'hui ça vient, ça passe, demain là ça revient encore. Ça, il suffit juste de donner le courage à la femme à chaque fois de dire ne t'inquiète pas, ça va passer, on est avec toi, on n'est pas loin, tu veux quelque chose, dis-nous. C'est juste ça qui fait mettre un peu la femme à l'aise. Il y a des femmes qui viennent, par exemple, qui viennent chez moi et du moment où elles sont à la clinique, elles n'ont rien. Elles n'ont rien, elles ne vomit même pas. Elles quittent chez moi comme ça, elles rentrent à la maison, mais mon Dieu, son mari l'amène encore à minuit. Wow. Et tu es là, tu lui parles, tu viens au boulot là, tu viens prendre au moins 5 à 10 minutes avec elle, tu causes, vous criez, vous bavardez. Voilà. Il suffit, c'est juste ça qui aide simplement à supporter les débuts des signes qui apparaissent. Alors, Alilatou, vous avez... Oui, c'est spécifique à chaque femme et selon la grossesse. C'est vrai que c'est de la première expérience qu'on parle, je l'avais dit, parce que c'est celle-là qui nous apprend et tout ce qui se passe. Mais
est-ce qu'on supporte? On finit par faire avec, quoi. On sait que ça va passer. Il y en a, c'est juste quelques semaines, 2-3 semaines, 2-3 mois, et après ça passe. Donc, le simple fait qu'on vous dise non, c'est comme ça tous les débuts, ça va passer. Bon, on se donne le courage en espérant que le temps que ça ne passe arrive. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des grossesses, tu vomis partout, tu vois, même quand tu es avec ta copine, tu n'as pas, elles-mêmes, elles sont gênées. Dès qu'elles avalent quelque chose, il faut courir pour la suivre. Dès que, oui, et on crache partout. Et j'avais une collègue qui venait au boulot avec une boîte. Vous voyez tout ce que la grossesse peut provoquer. Elle venait au boulot avec sa boîte dans laquelle, bon, elle était obligée de sortir. Oui. Et elle est journaliste. Quand elle est à l'antenne, elle lit une phrase. Et puis, heureusement que c'était à la radio, on ne pouvait pas voir en direct. Ça venait. Donc, vous voyez, il y a trop de complications et ça dépend. Il y a, des caprices parfois aussi, pendant que vous êtes en train de travailler. Vous ne sentez, personne ne prépare, elle dit qu'elle sent l'odeur de nourriture. L'odorat est très développé. Trop développé. Voilà. Très sensible. Très bien. C'est vrai aussi que à vous voir, ou bien plutôt à vous entendre, même l'entourage aussi doit pouvoir vous supporter. Et je me demande pour les hommes, exactement. Je crois que c'est comme l'ont dit tous ceux qui sont sur le plateau, c'est une période où la femme devient du coup très bizarre. Et il faut avoir un caractère aussi tolérant, aussi patient pour pouvoir supporter la femme en état de grossesse, parce que c'est là que commencent toutes les complications, toutes les caprices qu'il faut. Et donc, en tant qu'homme, je crois que c'est quand on se met dans la tête la finalité qui est de concevoir, qui est d'avoir un enfant. Je crois que le reste, on arrive à gérer, on arrive à accompagner la femme dans cette période, parce que c'est vrai qu'elle souffre, mais il y a aussi l'homme qui souffre avec elle. Donc, la souffrance est partagée. Je voudrais bien que vous me dites comment l'homme souffre. Non, parce que pour les femmes, c'est déjà visible. Mais pour les hommes, oui. Non, en fait, quand je parle des grossesses normales, quand on parle d'une grossesse normale voulue, quand ce n'est pas une grossesse qui est venue comme ça, sans qu'on le désire, quand c'est une grossesse normale qui est bien voulue, je crois que voir votre femme en train de se plaindre des douleurs, naturellement, je parle des grossesses normales, naturellement, ça vous impacte vous-même. Même quand vous êtes au boulot et que vous avez une femme qui est à la maison, qui est en état de grossesse, vous n'êtes pas totalement concentré parce que vous pensez à elle. Vous pensez à ce qui peut venir. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous partagez sa grossesse. Pire, c'est que quand vous partagez le même lit avec elle la nuit, où elle ne dort pas, où elle ne dort pas, vous ne dormez pas non plus. Ça, donc, c'est en quelque sorte cette difficulté que, en tant qu'homme, on partage également avec la femme. C'est vrai que, la finalité, c'est d'avoir un enfant. Et quand l'enfant vient, on oublie tout. On oublie tout. Il y a des cas aussi où des hommes commencent à dire elle en fait de trop, les caprices sont... Oui, il faut dire qu'il y a certaines femmes qui exagèrent. Elles exagèrent en quoi? Il y a certaines femmes qui exagèrent. Ce n'est pas de l'exagération. Non, elles exagèrent en quoi? En tout cas... On continue. Karimat, comment est-ce que votre partenaire, bien votre mari, vous a accompagné dans ce premier processus? Ça, je le salue au passage. Il était très, très disponible. Il était à mes côtés, il me supportait. Il est dans le syndicat. Il était effectivement dans le syndicat, il était là. Il était aux petits soins. Il était aux petits soins et tout était bien. Bon, je n'avais pas de problème majeur par rapport à l'assistance de mon mari, non. Il était là et c'est ça qui me soulageait surtout. Ça me soulageait beaucoup et puis sans lui, je ne sais même pas si je pouvais tenir parce qu'on était seuls. On était seuls et la nuit, souvent, c'est en ce moment-là que moi j'ai envie de me laver. Pas dans la nuit. Je dois prendre une douche, sinon la bouffée de chaleur, c'est autre chose. Donc, il me prend, on va sous la douche, il me lave, on fait tout et on revient encore dans le lit. On
On revient encore dans le lit, mais moi je ne dors pas, lui dort un peu, ça va. Mais il était aux petits soins, ça je le remercie pour ça. Très bien. Alors, docteur Vaudouin, dites-moi, parlez-nous un peu des étapes donc de la grossesse. On a parlé des premiers signes. Les premiers signes de la grossesse. Quelles sont les autres étapes? Les étapes de la grossesse sont divisées en 3 parties. D'accord. On a le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Et au premier trimestre, qu'apparaissent les signes de la grossesse, les malaises, tout et tout. C'est au premier trimestre aussi qu'il faut reconnaître la grossesse. Voilà, aller chez un spécialiste de santé, voir si vous êtes enceinte ou pas, et à quel thème, comment ça évolue, si c'est bien implanté, si c'est utérine ou pas. En tout cas, voir un peu tout le contour de la grossesse chez le spécialiste. Le deuxième trimestre qui consiste à l'évolution de la grossesse, à la maturation du fœtus. Donc c'est en ce moment que la femme est dans son aise, soyons sérieux. Elle est très à l'aise, elle est bien jolie. Vous la voyez, le ventre est bien arrondé, elle rayonne, mais quand elle vient quelque part elle-même, elle dégage la joie. Voilà. Donc ça c'est au deuxième trimestre, ça. On vit une bonne grossesse au deuxième trimestre. Là, le troisième trimestre qui consiste à la préparation de l'accouchement, à l'arrivée du bébé. Donc, c'est en ce mois où on finit la grossesse, les derniers réglages, on finit avec tout ça, les derniers échos, les examens qui n'ont pas été faits, on finit avec tout ça là. Et puis, on entame le processus de l'accouchement. Très bien. Vous avez parlé d'échographie, d'examens et autres. Si vous allez donner un peu plus de détails, quels sont ces examens-là que doit effectuer la femme? Il y a, au cours de la grossesse, sur les 9 mois, que dure la grossesse dure 9 mois, ça fait 40 semaines d'aménorrhée, depuis la date des dernières règles. Voilà. Donc ça dure 9 mois. Et au cours de ces 9 mois, la femme, elle a 3 échos principaux à faire. Il faut faire ça obligatoirement. Ça, c'est obligé. Donc, il faut faire les 3 au premier trimestre pour connaître la datation, le second trimestre pour voir l'évolution, et le troisième trimestre pour voir la position du bébé et tout ce qui a rapport avec le bébé, tout, voilà. Donc, après les examens, l'échographie, il faut passer aux examens biologiques. Il y a le groupage pour connaître le groupe sanguin de la femme et les facteurs rhésus, le groupe sanguin facteur rhésus, le taux d'hémoglobine chez la femme. Ça, moi, je conseille même chaque trimestre de le faire afin de voir l'évolution du taux d'hémoglobine de la femme. Si elle ne diminue pas, il faut lui faire des apports. Et quel type d'apport? Après ça, il faut faire pour l'électrophorèse. Voilà. Il y a aussi docteur, je vais vous couper un instant. Nous allons marquer une pause avec le clip et on revient. Voilà, retour en plateau pour continuer donc sur les examens que doit effectuer la femme enceinte, docteur. Oui. Donc, tout à l'heure, on a parlé du groupage et du facteur rhésus pour connaître le groupe sanguin de la maman. L'électrophorèse aussi, qui détermine si elle est drépanocytaire ou pas. Et la torso, rubéole, chlamydia, ce sont des IST. Voilà, on voit si elle n'est pas par hasard infectée par l'un ou par l'autre et apporter un médicament adapté à ça. Le VIH, l'hépatite B. Voilà. Et j'ai parlé aussi du taux d'hémoglobine qu'il ne faut pas oublier tous les 3 mois. Il faut le faire avec pour le palud, la GEDP. Voilà. Les 2 examens là, moi je les fais tous les 3 mois aux femmes. Voilà, ça me permet de me situer. On est en accord, elle et moi, on est contents jusqu'à la fin. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire après, j'ai trop saigné jusqu'à je suis anémie ou il y a transfusion. Rien du tout. On est content. Voilà. Donc après ça, il faut aussi les vaccins aussi, il ne faut pas oublier. Les vaccins antitétaniques, ça protège la maman et l'enfant. Voilà. Ça les protège, donc il ne faut pas oublier au cours de la grossesse. Tu peux faire 2 ou 3, ça dépend de l'évolution de la grossesse. Très bien. Je voudrais, si tu permets, poser une question en rapport avec l'électrophorèse, le groupage sanguin. Normalement, avant même de se mettre en couple, tout ça doit être fait. Normalement, tout ça doit être fait. Donc, est-ce qu'il faut reprendre encore dès que la femme tombe enceinte? Non. Le groupage et l'électrophorèse, ce que vous avez fait à 1 an,
Ça, c'est ça, hein, C'est jusqu'à la la fin. fin. Jusqu'à la C'est fin. un Hein. effet, oui. Il n'y a pas que ça change avec le temps, hein, ça ne change pas. Donc, quand Si vous connaissez- la femme vient avec... Si elle vient déjà avec son résultat confirmé, c'est fini. Il n'y a Ok. pas de souci. Voilà. Très bien. Donc, on peut poursuivre les autres choses. C'est pas obligé de reprendre. Alors, Madame Lamani, vous y êtes passée aussi par tous ces examens-là avec les médecins et tout cela. Eh bien, parfois, je vais demander si tout s'est bien passé avec le médecin. C'est vrai que souvent, certaines femmes enceintes se plaignent aussi de la manière dont on les accueille et autres. Par rapport à tous ces examens qu'il faudra faire pour la bonne santé de l'enfant. Oui. À mon niveau, tout s'est bien passé parce que moi, j'ai choisi dès le départ une bonne clinique qui me suivait et je faisais les suivis rigoureux. Quand on dit, Madame Lamani, venez le 5 janvier, c'est le 5 janvier, je suis là et je suis. Voilà. C'est ça Donc, qui est bon. tout était suivi. Moi, je n'ai pas eu de problème avec les médecins. Et puis, c'est très souvent des spécialistes qui me suivaient. Donc, tout ce que je devais faire était dit au préalable et ça se passait normalement. Je n'ai pas eu de problème particulier par rapport au suivi ou aux examens. Je n'ai rien eu comme problème. Les patientes comme ça, nous, on adore. On aime parce que c'est bien. Ça vous aide, ça vous soulage vous aussi. Elle vient au cours de son travail, mais elle ne te pose aucun problème. Hein. Parce que vous savez déjà, On connaît tout. le dossier. Elle est bien suivie, elle est correcte. Puis c'est fini facilement. Elle-même va voir son bébé rapidement. Donc, il y a des femmes qui ne viennent pas du tout. On est dans une population quand même. Hein. Et Anna, tu dis, viens, le 5 janvier, elle peut venir, le 25, elle va dire que comme elle n'a rien, ne connaissent pas. Le fait que c'est important de venir le 5 là, parce que ça dure un mois là, il faut vérifier. Un mois, si tout va bien, si tout va bien, jusqu'à la fin. Mais quand elles prennent le temps, peut-être qu'après les un mois, il y a eu un petit problème inaperçu. Elle-même, elle ne se rend pas compte. Elles viennent peut-être avec des infections qui sont déjà bien installées. Et il faut faire un long traitement. Voilà, donc, il y a des femmes aussi qui ne respectent pas les consignes. C'est pas bien. Voilà. Très bien. Alors, Alinatou, vous avez questionné quelques femmes sur le sujet. On va les suivre et on revient. C'est la période pendant laquelle on porte en soi une vie et cette cohabitation dure généralement entre 8 et 9 mois au terme de laquelle on reçoit finalement son cadeau. La grossesse, c'est l'état d'une femme qui porte un bébé, une vie en elle. Bon, quand c'est la première fois, c'est différent de la seconde fois. Il y a le premier trimestre. Et le premier trimestre est toujours difficile. C'est là qu'on est tout le temps malade, on a des nausées, et ce n'est pas facile. Voilà pourquoi on ne décide pas de prendre une grossesse comme ça. Il faut préparer la période de grossesse. Comme toute jeune fille, c'est une période que j'ai appréhendée. Moi, je l'ai appréhendée en fait. Je ne suis pas allée vers la maternité par joie. Non. Pour moi, la maternité a été une conséquence du fait d'être en couple. Ça n'a pas été facile, surtout au début, parce que je vomissais beaucoup, je crachais beaucoup, mon corps a commencé par changer et je n'étais pas prête à voir mon corps changer. Voilà. Quand je suis tombée enceinte, ce n'était pas prémédité. Ça veut dire que c'est pas que j'ai convenu que je voulais tomber enceinte. Mais quand c'est arrivé, ça a été j'ai très bien accueilli ça. Moi ainsi que mon entourage. Déjà, comment est-ce que j'ai su que j'étais enceinte? J'allais à la salle de sport et un jour, je pense que sur 2 séances ou 3 séances d'affilée, j'ai juste constaté que quand je faisais les abdos, je sentais comme une présence qui calait en fait. Une autre force qui contrecarrait le mouvement de la pression. Et j'ai commencé à dire en fait autour de moi que je ne comprends pas. J'ai comme l'impression que je suis enceinte. Et effectivement, quand ça n'a pas raté, quand j'ai fait le test sanguin, effectivement, je testais positif. J'étais enceinte. C'est vrai, il arrive des jours où, à cause de la grossesse, tu as des sauts d'humeur, tu n'es pas parfois d'humeur, parfois tu es d'humeur, parfois tu as des envies bizarres liées à la grossesse, parfois tu fais des caprices et tu dis que c'est à cause de la grossesse et tout. Mais bon, c'est une très bonne expérience quand même.
C'est vrai qu'on dit généralement quand on est enceinte, on a des envies de rendre. Il y a une accumulation de salive qui vient, on a tout le temps envie de... Mais heureusement, fort heureusement, moi je n'ai pas eu du tout ces choses-là. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais très sensible aux odeurs, très très sensible. Et la deuxième chose aussi, c'est que j'avais les nerfs assez irritables très facilement. J'étais devenue hypersensible, voilà. Et bon, au-delà de ça, caprice de grossesse, j'ai remarqué une chose particulièrement, c'est que à la base, je n'aime pas manger la pâte. Mais quand j'étais tombée enceinte, c'était devenu mon repas préféré, avec sauce crin-crin, voilà. Les difficultés que j'ai eues dans ma période de grossesse ont été de plusieurs ordres. Il y a eu les difficultés physiologiques, il y a eu les difficultés psychologiques. Et difficultés psychologiques, je ne me suis pas préparée. Il n'y a pas eu une préparation pour quitter l'état de jeune fille à l'état de mère. Voilà. Ça a été pour moi comme beaucoup de responsabilités du coup. Je ne m'appartenais plus, mon corps ne m'appartenait plus, je ne pouvais plus en disposer, je ne pouvais plus porter ce que je voulais, je ne pouvais plus manger ce que je voulais. Et ça a été un choc émotionnel pour moi. Voilà. Difficultés physiologiques parce que comme je l'ai dit, mon corps changeait, il y a les hormones qui se développaient, j'avais les pieds qui étaient gonflés, mon corps était carrément gonflé et je ne m'y attendais pas. Ça a été dur pour moi et en fin de grossesse, j'ai fait ce qu'on a appelé une prééclampsie, qui est comme, on va dire, une maladie qui survient lors de la grossesse, qui vous donne une tension, qui fait monter votre tension, ce qui a fait que j'ai dû être admise en urgence pour subir une césarienne. La dernière période, c'est la période où on se sent vraiment fatigué, on a hâte d'accoucher et de voir son enfant. Je pense que c'est une belle expérience quand même. Oui, je l'ai très bien vécu et je souhaiterais que toute femme dans sa vie vive une fois au moins cette période de grossesse-là. Ce qui m'a le plus marqué pendant ma période de grossesse, c'était le temps de l'accouchement. C'était le temps de l'accouchement. C'est vrai que quand une femme finit d'accoucher, pour encourager les autres, elle dit que oui, c'est très facile, c'est trop doux et tout. Mais moi, pendant mon accouchement, c'était pas facile. C'était pas du tout facile, mais bon. Dieu a fait grâce, j'ai eu mon bébé et moi aussi, je suis en bonne santé. C'est une énorme grâce parce que vous dites que vous êtes une personne et puis à un moment donné, en vous, il y a notre cœur qui bat. Il y a une personne qui est en train de grandir. C'est un miracle de la vie et c'est une chance que je souhaite à toutes les femmes. Mais je dis souvent, l'argent, ça compte. Les gens qui vous diront que les enfants sont une bénédiction, oui, un enfant est une bénédiction quand il est entouré de soins. Un enfant est une bénédiction lorsqu'il est attendu dans les bonnes conditions. Un enfant est une bénédiction pour vous lorsque vous pouvez la mettre dans le bon hôpital pour qu'il puisse avoir les bons soins. Pour bien vivre sa période de grossesse, il faut être entouré de sa famille. Il faut que le père, le futur père soit là. Il faut que les parents, maman soient là pour nous aider à bien vivre cette période. C'est d'abord être préparé. C'est la première des choses. Être prête avant de s'engager. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance de décider de quand avoir des grossesses. Donc, il faut d'abord se sentir prête pour tomber enceinte. Et quand on tombe enceinte, il faut assumer, il faut prendre ses responsabilités. Pour bien vivre sa grossesse, il faut préparer la grossesse. On ne le fait pas souvent, assez souvent on dit « je suis tombée enceinte ». Non, il faut préparer. Il faut savoir que oui, à tel moment de ma vie, je veux tomber enceinte. Ça veut dire quoi? On prend des décisions, on prend des dispositions psychologiques, physiques et financières pour pouvoir atteindre le bébé. Voilà. On s'entoure de bonnes vibrations pour pouvoir vivre ce moment-là parce que c'est un moment merveilleux, magnifique qui arrive et qui part. Je pourrais acheter le côté spirituel parce que attendre un enfant, c'est une grande responsabilité et il y a beaucoup d'ondes négatives qui peuvent essayer d'interagir.
Voilà, c'était donc l'avis de quelques femmes, quelques mamans donc qui nous racontaient leurs expériences. Allez là tout. Oui, ça montre combien de fois chaque personne a une expérience unique. Oui. Et tout ce qu'elles ont dit résume ce que nous partageons également sur ce plateau. Tomber enceinte est une préparation à la fois psychologique, physique, financière. On a déjà ajouté spirituel parce que oui, il y a des ondes négatives autour de nous et il faut se préparer à protéger son enfant et à se protéger également contre. Il faut savoir que les malaises arrivent, les sauts d'humeur, les caprices, et que les hommes comprennent aussi que ça va passer, quoi. Après, parfois, même ça ne dure pas les 9 mois, donc il faut avoir le soutien qu'il faut. Il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir nos parents tout le temps là, puisque on est à une période où chacun se cherche et puis on n'est plus avec eux tout le temps. On ne peut plus, vu que même ils travaillent, on ne peut plus déléguer quelqu'un pour venir rester avec vous pendant la grossesse. C'est pourquoi c'est important d'être préparé pour... Ouais. Émeric? Je crois que je suis entièrement d'avis avec les intervenants dans la VOS. Je crois que toute grossesse est une préparation. Quand on se prépare, ça amoindrit un peu les difficultés, les impacts négatifs que cela pourrait avoir. Mais quand on ne s'y prépare pas, il y a plus de dégâts qu'on espère. Donc je crois que toute grossesse doit être une préparation et psychologique et physique et également financière. Parce que vous savez, aujourd'hui, le monde devient de plus en plus cher. Et une grossesse, vous voyez toutes les analyses qui ont été citées tout à l'heure. Je crois il y a des gens qui disent quand même qu'il y a nos vieux parents, qui ne font pas toutes ces analyses, qui ne vont pas autant à l'hôpital avant de concevoir dans le temps. Je crois que les réalités ne sont plus les mêmes aujourd'hui. On ne mange plus les mêmes choses. Voilà, on ne mange plus les mêmes choses. L'organisme n'est plus le même aujourd'hui. Voilà, tout y va avec. Donc, je crois que c'est une préparation et sur tous les plans. Karimata, vous avez suivi les éléments. Les dames ont parlé de beaucoup de choses, les interdits, les caprices, comment ça s'est passé pour elles. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez envie de vous laver très très tard. En dehors de ce caprice, parlez-nous un peu des autres choses qu'ils devaient supporter. Ce qui m'a marqué le plus au cours de mes 3 grossesses, c'est quand je tombe souvent en syncope. D'accord. Que ce soit au marché. Et comment est-ce que les autres réagissent? En pleine circulation, ou même, je ne sais pas, au boulot, ou subitement, suite à une bouffée de chaleur, je m'évanouis. Même il m'est arrivé une fois où j'étais évanouie au CNHU. Ils ont commencé par courir, ils sont allés chercher les brancards pour m'amener. Et quand je tombe en syncope comme ça, il faut mettre de l'eau. Si celui qui est à côté de moi sait que c'est ça, il met rapidement de l'eau, je reviens. Mais quand tu ne mets pas de l'eau, c'est que je suis là. Et tout le monde s'inquiète, qu'est-ce qu'elle a? Et le ventre est gros, je suis là, le ventre est là, tout le monde est là. Ce qui m'a marqué le plus, c'est quand j'étais tombée en syncope au marché dans ton parc. Wow. Sur le parc. Et comment ça s'est passé? C'était les gars de vélo. Les gars de vélo, les pousses-pousses ou bien comment les on va les appeler comme ça. Ils sont allés chercher de l'eau un peu partout, ils m'ont déshabillé au marché, en plein marché. Une femme enceinte de heureusement, j'étais avec une collègue qui a cherché une taxi et m'a amené à la clinique. Et puis à la clinique, il s'est fait que je n'avais rien. Il n'y avait rien. C'était juste la chaleur. C'était juste la chaleur. Et comme c'était pour le premier geste que j'ai eu ça énormément au cours du premier geste. Pour les autres gestes, chaque fois que je veux sortir, je garde une bouteille d'eau. Et peut-être en pleine circulation, je peux commencer par renverser l'eau sur la tête. Ok, pour éviter, me retrouver. Et quand je fais ça en même temps, parce que dès que je sens une légère chaleur, je tombe. C'est pour ça. Donc c'était ce qui était. Oui, docteur. C'est pour éviter ça qu'on demande à la femme de boire assez d'eau au cours de la grossesse, surtout les 2 premiers trimestres là. Le bidon de 0,5 là, il faut prendre au moins. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Les bidons de 0,5 là, boire 6 par jour. D'accord, ok, très bien. Ça fait 3 litres. Excusez-moi, 3 litres par jour. Les bidons de 0,5 là, avoir toujours ça à boire 6 par jour, au minimum. Ça permet à l'organisme de s'hydrater, de combattre
les bouffées de chaleur. Je buvais de l'eau, docteur. Je buvais suffisamment de l'eau. Pourtant, chaque organisme, exactement. Oui. Comme la dame tout à l'heure liste dans l'élément qui n'avait rien eu du tout pendant sa grossesse et qui, finalement, a su qu'elle était tombée enceinte quelques mois après. Alors, quand on parle de complications, docteur, quelles sont les complications qui peuvent survenir lors d'une grossesse? Ok. Elles sont de plusieurs ordres. On peut avoir les grossesses extra-utérines, les fausses couches, les infections, l'hypertension de la femme enceinte qui peut aboutir à une prééclampsie, le diabète gestationnel et les accouchements prématurés. Très bien. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et par exemple, on prend l'hypertension qui aboutit à la prééclampsie, d'accord? Le diabète gestationnel qu'on essaie de suivre avec la femme à partir du deuxième trimestre de la grossesse. On fait des tests diabétiques à la femme au cours du deuxième trimestre de grossesse pour voir si elle n'est pas susceptible d'avoir un diabète gestationnel. Il y a les fausses couches, vous savez bien, qui viennent avant les 25 semaines de grossesse. Voilà. Entre les 25 semaines de grossesse. Donc, il faut suivre aussi la femme pour ça. Les infections, tout et tout. Très bien. Vous avez parlé de fausses couches. Qu'est-ce qui peut provoquer les fausses couches? Souvent, les fausses couches, il n'y a pas souvent une cause précise pour une fausse couche. La fausse couche, elle peut être physiologique chez la femme, tout simplement, où tu as une infection, ou bien due à une malimplantation du fœtus, ou bien... ça tourne autour de ça en quelque sorte. Sinon, ça n'a pas une cause spécifique. On dit que c'est ça qui a provoqué la fausse couche. Non. Il n'y en a pas. Très bien. Ça peut être aussi un défaut cervical, un défaut du col de l'utérus, voilà, qui est bien souvent ce qui aboutit à une fausse couche. Donc, elle peut être de plusieurs ordres. Grossesse extra-utérine, vous en avez parlé également, ce qui veut dire que le fœtus n'est pas implanté. L'embryon n'est pas implanté dans la cavité utérine. Elle est soit dans les trompes de Fallope, soit ovarienne qui est un peu rare, ou bien abdominale aussi qui est rare. Souvent, dans la plupart du temps, c'est dans les trompes de Fallope que ça se cache là-bas. Voilà. Et comme ça ne peut pas évoluer là-bas, à ce niveau-là, il faut interrompre la grossesse si on arrive à vite détecter ça, sinon ça fait une rupture et il faut aller au bloc et aller opérer la femme, couper la trompe, sectionner la trompe pour qu'elle puisse... Et qu'est-ce qui peut créer ça? Les infections. Les infections. Okay. Il y a aussi, vous savez, dans les trompes de Fallope, il y a des cils dans les trompes de Fallope qui conduisent l'œuf jusqu'au niveau de l'utérus. Si ces cils sont infectés, soit s'il y a des problèmes au niveau de ces cils, ça ne peut plus conduire l'œuf jusqu'à l'utérus. Et il y a un blocage là. Dans ce cas, il faut aller sectionner. Très bien. Alors, Karimata, je reviens à vous. Première grossesse, beaucoup de disons, difficultés, je vais dire. Et la deuxième grossesse? La deuxième grossesse, c'était ma fille. Là, ça, c'est une grossesse que j'ai maîtrisée. J'ai maîtrisé parce que avec les expériences précédentes, j'ai beaucoup canalisé et puis je ne suis pas trop tombée comme pour la première grossesse. Mais je me rappelle que j'étais tombée une fois à Ménotin, devant la banque là. Et rapidement, il y a une douche là, on m'a emmenée. Quand je me suis lavée, je me suis retrouvée encore. Donc, à part ça, il n'y a pas de problème particulier pour ça. Donc, et puis l'accouchement aussi s'est bien passé parce que j'ai eu beaucoup de conseils. Et avec les expériences aussi. Il faut dire que pour l'accouchement du premier, on m'avait coupé. Oui. Et j'avais des difficultés en son temps pour m'asseoir. C'était tellement délicat. J'ai demandé, je suis allée voir la sage-femme, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne coupe jamais? Et je ne veux pas être coupée, je ne veux pas aussi de la césarienne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle m'a dit, il faut faire beaucoup de rapports sexuels avant l'accouchement. Arrivé à la vie. Beaucoup. Le travail a commencé. C'est ça. Ils ont dit de faire beaucoup de telle chose. En quantité. En quantité pour ne pas avoir de problème. Il dit, bon,
En tout cas. Donc, c'est comme ça, ça s'est bien passé. Elle était vite sortie et puis c'était très beau. Si l'enfant n'est pas aussi gros, Oui. la femme a une facilité à vite faire sortir l'enfant. Et ce qu'elle a dit aussi. Pour précision, pour le premier, il n'était pas gros, mais il était élancé. Élancé. C'est ça c'était sa taille qui me faisait tomber, je ne sais pas. Il était élancé et le ventre est devenu arqué. Ok, d'accord. Donc, même après l'accouchement, ça avait gardé la position. Et difficilement, avec les soins, ça a repris. Et il était sorti grâce aux ventouses. Ok, d'accord. Et même malgré qu'on vous a... On a tiré. Oui, c'est que quand on me tirait là, on coupait. Jusqu'à un peu compliqué. Donc c'était ça. Non, mais les rapports sexuels ont réglé la seconde grossesse. Très bien. Alors, parlons donc, on a eu les complications. Les interdits à présent, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interdits qu'on fait aux femmes. Émeric, vous en avez entendu parler. Oui, je crois bien. Tant comme je crois que quand on parle de grossesse, il y a souvent des interdits. On dit à la femme ne prends pas ci, ne fais pas ci, ne prends pas des choses lourdes, comment dit-on, change ta façon de te doucher, ne mange pas ci, ne mange pas ça. Voilà. Donc il y a certaines choses qu'on interdit à la femme pour une raison. Je crois que si souvent il y a des grossesses souvent qui sont compliquées, dont on prescrit à la femme le repos total. Donc elle n'a pas droit à faire quelque chose, donc elle est tout le temps au lit et là c'est encore un autre souci pour l'homme. Donc je crois que il y a ces interdits là qu'on observe souvent au niveau de la femme, mais il y a certaines femmes qui n'ont pas besoin de ces choses-là pour pouvoir enfanter. Je crois que c'est comme l'a dit le docteur tout à l'heure, ça dépend de l'organisme de chacun, de chaque femme. Il y a des femmes qui n'ont pas des complications du tout, du premier mois jusqu'au 9e mois, et elles accouchent de façon naturelle. Par contre, il y a d'autres femmes qui, dès la première semaine déjà, bonjour les dégâts. Oui. Alors, docteur Vaudounon, au plan sanitaire, qu'est-ce qui est réellement interdit aux femmes enceintes? Au plan sanitaire, on demande à la femme ne bois pas, ne fume pas, évite les sports qui vont nécessiter beaucoup plus d'énergie ou beaucoup plus de force, évite de soulever des poids. Bon, je pense que un peu c'est un peu ça en quelque sorte. Et ça c'est général pour toutes les femmes. C'est général pour toutes les femmes. Souvent c'est les conseils là on donne aux femmes. Aussi évite de faire l'automédication. Il ne faut pas avoir mal à la tête. Et les tisanes du marché, c'est important. L'automédication, il ne faut pas faire ça au cours de la grossesse. Il faut toujours, même si c'est pour prendre paracétamol, là, il faut demander l'avis de ton spécialiste, de celui qui te suit. Demande-lui, est-ce que j'ai les maux de tête, est-ce que je peux prendre? Il va dire oui, prends 2 matins, 2 le soir, ou bien prends un matin, un midi. C'est à lui de voir avec ce que tu présentes, ce qu'il te faut. Donc, il faut éviter carrément l'automédication. Les décoctions, les tisanes, on dit, ma tante qui est au village, ou bien je ne sais pas qui, ma belle-mère m'a envoyé des tisanes. Non, pardonnez. Il faut éviter tout ça. Mais c'est ça que les anciens prenaient. Mais actuellement, est-ce que nos plantes, même là d'aujourd'hui, là, c'était comme avant? Non, ils ont effacé tout ça là, ils ont effacé les choses. Et au lieu de prendre les choses maintenant pour faire les bonnes choses, on tourne tout. C'est pas, il faut éviter, carrément, il faut éviter. Quand on est femme enceinte, là, il faut éviter. Il faut éviter. Là, elle n'est pas du tout d'accord. Moi, je refuse. Non. Faut pas faire ça. Très bien. Alors, les femmes vous diront qu'elles peut-être, ça dépend, on est en ville, il faut considérer aussi celles qui sont dans les milieux ruraux, qui n'ont peut-être pas tout le temps, les moyens, même peut-être l'accessibilité aussi au centre de santé, avec les médecins. Ici, par exemple, on peut dire,
je vais dans cette clinique, j'ai mon médecin, mais est-ce que là-bas, les médecins sont disponibles autant? Il faut considérer tous ces facteurs-là. Si la femme doit faire peut-être 5 à 10 km avant de trouver un centre de santé et qu'elle a mal, qu'elle sait que, bon, elle a une plaquette de paracétamol, je ne dis pas que c'est vrai, je donne des exemples pour qu'on soit dans la réalité, qu'elle a une plaquette de paracétamol. Quand est-ce qu'elle n'a peut-être pas le numéro du médecin? Il faut qu'elle fasse les 5 km d'abord ou les 10 pour aller dire que j'ai mal à la tête, d'abord revenir. Voilà. C'est compliqué pour ceux qui sont dans les villages reculés. Voilà, c'est compliqué. Mais c'est pour ça on souhaite à la femme ces examens mensuels là de ne pas rater. Parce que c'est là même qu'on anticipe. La sage-femme, le spécialiste, anticipe et dit, ah ok, si au cas où tu sens la fièvre, dors sous moustiquaire, fais ci, fais ça. Elle te donne les consignes. Au cas où tu sens la fièvre, prends rapidement 2 paracétamol. C'est un exemple. D'accord? Au cas où tu sens les maux de tête, prends ci. Au cas où tu fais ça, prends ça. Les signes là, on essaie d'énumérer ça à la femme. On dit, fais ci, fais ça. Si ça ne va toujours pas, viens en centre de santé. Donc, pour commencer d'abord, pour anticiper ou bien, je ne sais pas, pour arrêter un peu le processus d'évolution de ce que tu as, tu prends ci, tu prends ça et tu cours en centre de santé. C'est important. On est en train de lutter contre l'automédication. Et c'est réel. On est en train de lutter. Voilà. Alors, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes au Bénin et les interdits ne sont pas forcément d'ordre sanitaire. Les interdits, bon, on peut vous demander de ne pas sortir la nuit aussi, de ne pas aller, je ne sais pas comment, vous prenez vos douches la nuit, si c'était dehors ou bien si c'était à l'intérieur, c'est ça? On te dit que quand tu veux sortir la nuit, de garder un caillou. Et si jamais tu oublies ce caillou, c'est comme si tu avais un problème et puis tu devais aller chercher le caillou. Et si le caillou est n'importe où, on garde le caillou. Même mon mari m'aidait à garder il dit à caser et je gardais toujours les cailloux. Donc c'est un peu ça. Parlant d'interdit, je vais aussi dire qu'ils ont parlé des bananes. Des bananes plantées. Il y a l'autre, les petites bananes chaudes. Parce que quand tu prends ça, tu dors tout le temps sur la table d'accouchement. Ah bon. Même si on te dit de faire n'importe quel effort, c'est les bonnes dames du marché qui m'ont dit ça. Maman, dormi le coup, mais maman, que est-ce que ah mon minado, mina wa zodé oh là là. C'est très partie aussi des interdits. Et pour banane plantée, je crois que tout le monde connaît ça parce qu'il paraît que ça ouvre la fontanelle. D'accord, donc il ne faut pas trop en consommer. Oui, il ne faut pas du tout. Il faut voir comment. Il faut voir un peu, mais il ne faut pas en consommer. Il ne faut pas en abuser. Il y a également l'ail. Je vois aussi des femmes garder l'ail enceinte, oui, pour se protéger. Est-ce que il y a des modes dans toutes les régions. C'est spirituel, c'est naturel, voilà. Et il y a aussi le fait de ne pas chercher querelle. Il faut pas se disputer avec quelqu'un. C'est important. Il faut éviter tout ça. Pourtant, on voit des femmes. Il paraît quand on est enceinte, on est accessible. On est ouvert. C'est pour ça elle parlait tout à l'heure du volet spirituel. On est ouvert, donc il faut être protégé. Voilà. Éviter les problèmes. Et les femmes enceintes qui attachent pas et qui vont se battre. Elles se retrouvent parfois à l'hôpital. Oui, suite au bagage, elles se retrouvent à l'hôpital. Allô? Madame, bonjour. Monsieur Eugène, bonjour. Vous allez bien, je salue les femmes du plateau. Très bien, merci. Et la grossesse, vous demandez si c'est une maladie. Oui. Non, ce n'est pas une maladie. Je dirais même que c'est le contraire de la maladie. C'est la science de la santé. Pourquoi moi je le dis, c'est parce que l'autre. Oh, il est parti. C'est sûr qu'il va nous revenir. Alors, on parlait donc des interdits. Tout à l'heure, Émeric a soulevé un point. Il y a des femmes qui restent alitées pendant toute leur grossesse. Comment ça se fait? Si au début, on détecte peut-être une menace d'avortement spontané, une menace d'avortement spontané chez la femme, on demande à la femme reste au lit, ou bien lors des examens on constate que son col est un peu faible, voilà, on lui dit reste allongé au lit.
faut pas aller quelque part, faut pas bouger, faut pas prendre de zème, faut rien faire, reste couché. Il y a des grossesses, on appelle les grossesses précieuses. Oui. Voilà, donc avec cette grossesse, une femme qui attrape la première grossesse à 40 ans ou à 45 ans, tu peux pas demander à celle-là de se balader. Voilà, donc le mieux à faire, c'est de faire attention de se coucher. Une femme qui attrape une grossesse grâce à une méthode de médication, une méthode médicalement assistée, tu peux pas demander à celle-là de beaucoup bouger. Il faut qu'elle reste chez elle. Voilà, donc allongée au lit, c'est ça, c'est la meilleure position pour une femme d'avoir son enfant. Voilà, donc de rester allongée au lit. Si elle sort là, c'est juste pour venir en consultation et puis elle retourne chez elle. Mais il y a des maris qui aident beaucoup, hein, je vous en prie. Oui, oui. Il y a des maris. Hier, par exemple, il y a un monsieur qui m'a dit, docteur, tu vois comment je travaille. Je dis, moi, mais je ne sais pas ce que je vais te faire. Alors, qu'est-ce que je vais te faire maintenant? Je suis tellement contente pour toi. Et il était trop fier. Parce que je disais, sa femme était venue en début avec des saignements, des métrorragies sur grossesse. Première grossesse, il y a de cela 9 ans. Donc, jusque-là, il n'a pas eu de don. C'est une grossesse précieuse. J'ai donné des consignes, j'ai mis le cachet dessus. J'ai dit, ne bouge pas du lit. Si vous voulez, là, si tu veux manger, là, s'il ne peut pas te donner, appelle-moi, je vais t'envoyer à manger. Et lui-même, il a dit non, je vais faire. Il a dit d'accord. Donc, il s'est occupé de sa femme. Jusqu'à hier, elle était à 17 semaines de grossesse. On a dépassé le premier trimestre. On est en train de prier pour dépasser le second trimestre. Et puis, mais pour le moment, déjà là, on remercie le Seigneur. On a le cœur tranquille un peu. Donc, là, déjà, il était aussi trop content. Il est venu, si vous le voyez, il est là. Oh, docteur, tu as vu comment je respecte. Il dit non, mais je suis fière de vous, monsieur. Je suis fière de vous. Aujourd'hui, tu permets, aujourd'hui, on a l'impression aussi que c'est une recommandation systématique. Les femmes doivent rester au lit. Au moins pour le premier trimestre. Il y en a qui restent au lit. J'ai une belle-sœur. Pour ces 4 gestes, moi, je dis son mari, et même, dès que ça commence, et chez elle même, c'est à l'hôpital, parce que même quand on dirait au lit, elle ne reste pas. Et quelque temps après, elle va rester à l'hôpital jusqu'à la fin. Donc il faut payer les soins, il faut payer le fait qu'elle séjourne là-bas, et elle va faire 7 mois ou 6 mois à l'hôpital 4 fois. Vous-même, il n'y a pas de solution pour que... Notre mode de vie, notre alimentation, l'air qu'on respire, tout ça a tout gâté. Surtout le mode de vie, hein. Surtout le mode de vie. Le mode de vie, là, c'est pas bien. Notre alimentation est pauvre, soyons sérieux. C'est pauvre, on mange pour manger. Surtout au Bénin, là, on mange pour manger. On mange pour manger. Mais il faut, tout ça là... Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas manger aussi? C'est ça. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas comment cuire les aliments pour qu'ils gardent toujours leur énergie, leur nutriments, on ne sait pas. On met une sauce au feu qui dure des trucs là, ou bien on prend une sauce qui a déjà fait 5 jours. Tout ça là, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce qu'on mange? Alors, docteur, je pense que peut-être il est revenu. Allô? Madame, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Je viens d'éloigner, madame. Oui, allez-y. Mais ça, c'est le réseau, hein, madame. Assurez-vous. Non, je n'en doute pas. Et c'est déplorable. Moi, je dis que la grossesse n'est pas une maladie. C'est le contraire d'une maladie, parce que lorsque vous êtes en couple et que votre épouse n'est pas en mesure de... C'est tout un chuchotement autour et tout. Voilà quoi. Maintenant, qu'elle tombe grosse, je ne vois pas où ça peut être la maladie. Peut-être les caprices. On aurait pu dire grossesse caprice parce que, bon, il arrive à nos chères épouses et sœurs, lorsqu'ils sont grosses, nous demander la queue du cheval pendant qu'on n'est même pas en mesure de trouver cette queue. Imaginez quoi, même à n'importe quelle heure. Hein. Et puis lorsque vous leur racontez peut-être ce qu'elles veulent, c'est encore elles qui vous disent non, je veux autre chose. Vous n'avez pas le choix. C'est une question de quelques mois seulement, c'est caprice. Parce que c'est vous aussi qui êtes responsable de ne pas faire avec. C'est encore peut-être l'énerver plus et puis peut-être encore la stresser pour que le moment venu, elle se rappelle et puis voilà quoi. Bon, c'est ça. Et après, il y a le second truc, c'est lorsque vient le bébé, c'est plutôt la mère qui ne dort pas.
Elle est là à veiller pendant que le père se repose. Et même la chambre pour aller dormir au salon. Écoutez, c'est pour ça que j'ai toujours aimé les femmes. Pas toujours plus à les mettre à la maison, ne serait-ce que pour leur faire plaisir, quoi. S'il y avait une possibilité de prendre cette majorité de femmes comme épouse, c'est avec plaisir que je l'aurais. Très bien. Alors, monsieur Jeanne Wayon. Oui, madame. Avant de partir, dites-moi, vous avez des enfants, qu'est-ce qui vous a peut-être marqué le plus lors d'une grossesse? Je ne sais pas. En tant que papa qui attend son enfant. Vous avez dit? Qu'est-ce qui vous a peut-être marqué le plus lors de l'une des grossesses de votre femme en tant que papa? Marqué, peut-être lorsqu'on a parlé de la césarienne pour mon épouse. Oui. C'était mon premier geste, je ne savais pas ce qui serait derrière. Et à la fin, bon, tout s'est bien passé. Et c'est au second geste que j'ai été, je dirais, traumatisé lorsqu'on m'a dit que c'était le dernier enfant qu'elle pouvait me faire et que, bon, il fallait qu'on prenne soin de l'enfant et de la mère. Et malheureusement, l'enfant est allé à la crèche et il a fait plus tard, en 2 semaines, le grand voyage. La mère, 2 semaines après, est rentrée dans un coma. Elle s'en est sortie pendant que dans cette salle, la période-là, des grandes personnalités partaient, effectuaient eux aussi leur grand voyage. Mais elle est sortie paralysée dans tout ça. Mais comme l'homme étant l'homme. Comment elle va aujourd'hui? Pardon? Comment est-ce qu'elle va aujourd'hui? Elle a dû effectuer un grand voyage finalement. Wow. Oui, et c'est la bêtise de l'homme. Votre centre n'a pas de bien. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Jeanne Wayon, pour ce témoignage. On gère. On n'a pas le choix. Que Dieu nous donne la force, surtout, de pouvoir avancer. Oui. Merci, monsieur Jeanne Wayon. Oui. Bonne journée à vous. Merci. Docteur, j'ai vu que vous avez réagi beaucoup par rapport à son témoignage. Oui, j'ai réagi par rapport à son témoignage. Bon, je ne sais pas les causes, voilà, mais on peut déjà se dire que c'est peut-être une prééclampsie qui a déclenché tout ça là, donc une hypertension au cours de la grossesse. Voilà, ça peut survenir chez une femme qui est peut-être hypertendue avant, voilà, ou bien qui a une prédisposition d'hypertension dans sa famille. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on conseille à toutes les femmes de suivre rigoureusement. C'est cas vraiment, c'est choquant. C'est choquant, vraiment. On se bat pour que ça ne soit plus fréquent. Voilà. Très bien. Et que les médecins également puissent faire attention, que j'ai un cas de prééclampsie récemment où c'est imputable au médecin. On a vu très tard et c'est juste une visite de routine que le médecin se rend compte, alors que les parents avaient déjà commencé par dire à la fille: pourquoi ça, tu es sûre que il n'y a rien, que ton médecin n'a rien dit? Elle dit non, tout va bien. Et le jour où elle va en consultation, on se rend compte que c'était tard. Elle est partie, le bébé aussi, malheureusement. Une bonne surveillance. C'est important. Très bien. Alors, Karimat Lawani, 2e grossesse mieux passée, 3e grossesse, dites-nous. 3e grossesse, c'est encore un autre garçon. Un autre garçon qui m'a fait voir de toutes les couleurs, parce que ça là, vraiment, il faut dire que le déroulement s'est bien passé jusqu'au jour de l'accouchement où j'ai vu de toutes les couleurs. Parce qu'il paraît que, d'abord, quand je suis rentrée dans la salle de dilatation, mais aussitôt, ils m'ont placé l'oxygène. Wow. Je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est quoi? Je suis venue. Parce que j'étais déjà allée manger mon changa. Et j'ai dit à ma soeur, bon, moi, je sens certaines choses-là, mais je ne suis pas encore prête. C'est le lundi que j'irai chercher quelque chose à Yerevan. Et après ça,
je vais voir le médecin parce qu'il m'a dit de venir lundi. Elle dit, tu sens quelque chose, tu es encore assise là. C'est ce que tu veux faire. Je dis, d'accord, je vais voir. Quand je suis partie, ça fait que j'ai vu une amie là, Karima, tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a amenée dans la salle de dilatation et c'est fini. Wow. J'étais là, ça tournait, ça tournait. Il y avait des... C'est que c'était plus... Peut-être parce que j'ai mis un peu de temps. Parce qu'il y a au moins une différence de 7 ans. Donc je me suis dit, peut-être c'est ça. Et j'étais là, on dit, d'accord, j'étais déjà à plus de 10 doigts. Mais la tête ne venait pas. On m'a amené dans la salle d'accouchement. Dans la salle d'accouchement, ils ont tout fait pour faire sortir l'enfant, ça ne sortait pas. Et c'était un spécialiste, je ne voulais pas appeler son nom ici. Il dit, préparez-moi la salle, le bloc. J'ai dit, je priais déjà dans toutes les langues. Je ne savais plus où j'étais. Jusqu'à ce que j'ai perdu. Il y a un pied là qui est tombé de la table d'accouchement. La motricité. Vous avez perdu la motricité. Donc, après ça, ils m'ont rasé, ils m'ont tout fait, ils me préparaient. Quand la sage-femme me disait, appelez docteur tel pour qu'il amène votre appareil, la ventouse. Il n'était pas dans la maison, il était dans le quartier quand même. Donc, il est venu avec. Quand il est venu, il a placé ça. Quand il a placé ça comme ça, ça a raté automatiquement. Il dit, là où Anyamakasi, je ne comprenais rien, j'étais déjà fatiguée. Et quand il a placé ça la deuxième fois, l'enfant est sorti. Et après, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a mis tant de temps? Ils ont dit, il paraît que quand on doit venir en vie, il y a une position à adopter pour sortir. Mon enfant n'avait pas cette position. Donc c'est ça qui avait fait que j'avais souffert autant, lui et moi. C'était ça. Alors il paraît que les grossesses de garçons sont plus compliquées que les grossesses de filles. Je ne sais pas si c'est... Il semble que c'est plus compliqué parce que les deux extrêmes c'est des garçons que j'ai vu de toutes les couleurs, mais la fille était sortie tout sagement. Très bien. Alors docteur Vodjono, dites-moi, quand on parle de grossesse précoce, à quel moment ça intervient? Quand est-ce qu'on parle de grossesse précoce? Parce qu'il y en a aussi qui tombent enceintes. On parle de grossesse précoce lorsque la grossesse survient chez la femme de moins de 20 ans. D'accord. Moins de 20 ans. C'est une grossesse précoce. Parce que moins de 20 ans, l'utérus de la femme n'est pas encore très bien nourri, très bien développé pour pouvoir accueillir normalement un enfant. Mais bon, on voit maintenant les filles de 19 ans, 18 ans, 17 ans, 16 ans, pourquoi pas 15 ans qui sont enceintes. Tout ça, on classe ça dans les lots de grossesse précoce. Très bien. Et ça a besoin d'une attention particulière aussi? Très particulière. C'est une enfant, c'est une adolescente qui est enceinte. Il faut l'entourer de tous les soins et voir un peu ce qu'il faut faire. Essayer de la garder. Voilà, essayer de la garder, à tous les prix de la garder. De garder l'enfant, de garder la grossesse aussi. Donc, ce sont des grossesses précoces, ça. Voilà. Vous avez parlé de l'âge. À quel moment alors la femme, disons, peut ou bien doit tomber enceinte, si l'âge idéal, je vais dire? Bon, est-ce qu'il y a d'âge idéal? Sinon, ça dépend aussi d'une culture à une autre. Oui. Voilà. Donc, mais dans notre cas, nous, on peut se situer peut-être entre 20 et pourquoi pas 25. Entre 20 et 25, c'est 25, 27, jusqu'à 20. Pour le premier geste. Voilà, 20 à 25 pour le premier geste. C'est important. Là, il n'y a pas de difficulté, tout va bien. La femme, elle a le choix. Voilà, elle a déjà une maturité qui est en place, qui lui dit, voilà, tu peux tomber enceinte ou bien tu peux ne pas tomber. Si tu tombes enceinte, voilà les conséquences, voilà les avantages. Elle s'est réfléchie en quelque sorte déjà, voilà, pour une première grossesse. Très bien. Alors, parlant de peut-être grossesse précoce, c'est vrai que la situation, on la vit aujourd'hui dans notre société, à côté de nous, et on essaie de faire en sorte que ça ne survienne plus, justement, à l'ILAT. Oui, les cas de grossesse précoce, c'est souvent, comme l'a dit le médecin, et beaucoup plus chez les jeunes de moins de 18 ans. Et ce sont des grossesses non désirées. Ça
pas sûr. Voilà. On n'est pas préparé, pour la plupart, on n'est pas préparé à cette grossesse-là. Et même quand elles sont en couple, vous voyez, une jeune de 15 ans, 14 ans, c'est encore le moment d'aller à l'école. Vous voyez, on fait un peu l'historique, ce n'est peut-être pas un mariage voulu, c'est un mariage forcé. Et donc, ça fait beaucoup d'implications. Déjà, physiquement, psychologiquement, la mère n'est pas prête à avoir un enfant. Un enfant ne fait pas d'enfant. Soyons clairs là-dessus. Un enfant ne fait pas d'enfant parce qu'en étant enfant, on n'a pas encore, tout son organisme n'est pas développé pour accueillir un enfant. Encore moins une fille de 15 ans qui rêve d'aller à l'école, qui rêve de continuer de faire ce qu'il y a beaucoup de rêves et qui tombe enceinte, qui voit ses rêves, le simple fait de voir ses rêves brisés, de ne pas attendre la grossesse, toutes les implications, notamment une charge que la famille, quand vous n'êtes pas avec des parents compréhensibles, et même s'ils le sont, ils vont vous tirer un peu les oreilles. Donc, vous voyez déjà l'implication et psychologiquement, vous n'êtes plus bien portante, quoi. Vous avez tous les problèmes, le stress qui accompagne, et même si votre corps était disposé, le stress fera que cette grossesse aura des problèmes. Absolument. Je crois que toute grossesse, à toutes les femmes qui sont grosses, ne le sont pas forcément par désir. Ne le sont pas par désir. Il y a parfois, on parle de grossesse non désirée, mais il y a aussi des grossesses qui surviennent lors d'un viol, par exemple, qui n'est pas désirée. Donc je crois que toute grossesse a une histoire. Et le mieux, ce qu'on souhaite ici, c'est que cette histoire soit mieux préparée. Parce que quand on la prépare bien, on arrive du quoi s'en sortir. Maintenant, il y a parfois de ces grossesses dont tu as parlé tout à l'heure, Alilat, quand on est enfant, on ne peut pas rêver, voilà, avoir un enfant. La priorité doit être d'abord s'éduquer, voilà, et la priorité doit être également aller à l'école, pouvoir avoir quelque chose en main pour pouvoir penser déjà à avoir d'enfants. Donc, c'est une étape qu'il faut respecter. Il y a, on le constate aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de jeunes écolières qui tombent enceintes sur les bancs. Et ces grossesses-là, je vous avoue, ont de sérieux impacts sur leur vie. Absolument. Parce qu'une grossesse peut avoir un impact positif sur votre vie, comme ça peut avoir un impact négatif sur votre vie. Donc, il faut faire attention, il faut aller à la grossesse au bon moment et aussi il faut se préparer par rapport à cela. Très bien, absolument. Alors, nous allons peut-être libérer Madame Karimat pour pouvoir recevoir Nafissat sur le plateau. Mais avant de partir, je voudrais quand même que vous nous disiez un mot de fait rapidement sur l'expérience que vous avez eue. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces femmes qui rêvent peut-être d'en avoir ou bien à ces femmes qui sont enceintes aujourd'hui et qui vivent mal cette grossesse? Madame, je vous remercie. Et ce que je vais dire à ces femmes qui désirent la grossesse, c'est qu'elles n'ont qu'à bien suivre les conseils de leur médecin et se préparer pour concevoir. À part ça, pour ceux qui sont déjà enceintes, ou celles qui sont déjà enceintes, elles n'ont qu'à aussi suivre les conseils des médecins et s'apprêter pour recevoir le bébé. Le bébé en main, tout simplement. La patience, il faut être patiente avec tous les désagréments peut-être qu'on semble, disons, avoir lors de cette période-là. Vous avez oublié de demander à leur mari d'être là. D'être aussi patient, de les assister comme le mien d'ailleurs. Merci beaucoup à lui. Merci à lui. Absolument. On va installer Nafissat. Merci. Voilà, elle est installée. Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Les messages de ce matin? Oui, nous avons eu quelques messages ce matin. Nous allons commencer par celui de Catherine. Catherine nous dit, pas les fables, je vais... Bon, la première grossesse ne m'a pas trop dérangée. J'étais vraiment à l'aise, pas trop de stress. Je ne l'imaginais vraiment pas comme ça. Mais la seconde, Seigneur. Elle a tout dit, hein? Ça veut dire que c'est pas forcément la première grossesse qui dérange le plus.
Il y a Nana qui nous dit, moi j'avais tout le temps faim, surtout au réveil, je mangeais tout ce que je voyais. Le repas non chauffé surtout. Wow. Mon ventre était énorme. Je pensais que ce serait des jumeaux, mais non. Bon, si C'est vrai, c'était des... c'est vrai qu'il y a des grossesses, quand tu vois, tu crois que c'est des jumeaux, mais apparemment non. Mais si c'était des jumeaux aussi, je pense qu'elle aurait été préparée par les médecins. Les médecins saura déjà. Elle saura. De toute façon, on ne découvre pas des jumeaux du jour au lendemain, non. À l'écho, tu vois les jumeaux, tu vois les... La première échographie, bien sûr. La première échographie déjà, tu vois, oui. Très bien. Bonjour le plateau, comment allez-vous bien, j'espère. Ma première grossesse, c'était pas la joie, des vomissements par-ci, par-là, je mangeais même plus. D'un jour à l'autre, je suis devenue mince. On ne voyait que ma tête. Vraiment, c'était pas la joie, je vous dis. Anonyme. On ne voyait que sa tête. Imagine le poids de l'enfant à la sortie. Il y a des femmes qui sont comme ça, qui vomissent tout le long de la grossesse même. Tout le long. Jusqu'à la fin même. Jusqu'à la fin. Ça existe. Ça doit être difficile. C'est difficile. Oui. Il n'arrive à rien avaler. Il n'arrive à rien avaler. Elle prend, elle rend. Elle prend, elle rend. Mais il faut prendre. Même si on rend, il faut prendre. C'est ce que j'allais demander. Oui, même s'il faut, s'il faut rendre, il faut prendre. Pour pouvoir rendre, c'est pas grave. Il y aura un peu de normes pour pouvoir alimenter voilà, pour ne pas laisser le ventre vide. Voilà. Il y a Claudia qui nous dit, la grossesse n'est pas une maladie. Elle ne l'a jamais été, elle ne le sera jamais. Les circonstances de l'arrivée de chaque grossesse définissent les difficultés ou le bonheur des géniteurs. Il est donc mieux d'éduquer nos enfants et nos jeunes à réunir les conditions avant de se lancer dans l'aventure parentale, sans quoi ils verront toujours la grossesse comme une pierre d'achoppement, voire une maladie. Bon plateau à vous. Merci. Elle a tout dit. Hein. Oui. Elle a tout dit. Merci donc à Claudia pour son message. On poursuit. Il y a une préoccupation. Je voudrais demander au docteur si les polykystes peuvent provoquer les fausses couches chez une femme enceinte. Oui. Les kystes peuvent provoquer des fausses couches chez une femme enceinte. Les myomes aussi. Les myomes peuvent provoquer aussi des fausses. Les kystes, c'est plus, on arrive plus facilement à contrôler ça en quelque sorte. La femme peut avoir des kystes et sa grossesse va évoluer jusqu'à terme. Mais si c'est des myomes, ça n'arrive pas. C'est compliqué. Ça ne peut pas. Parce que il y a la place que l'enfant doit occuper, le myome occupe la place. Où est-ce que l'enfant va rester? Voilà. Donc, soit tu dégages, soit c'est moi qui dégage. C'est comme ça se passe là-bas. Très bien. Donc... Mais les polykystiques peuvent rendre aussi difficile la conception. La conception, ça peut rendre difficile la conception. Donc, il faut déjà, quand ça tarde, il faut aller voir un spécialiste pour voir pourquoi ça tarde, pour quelles raisons, se faire dépister, puis voir dans quelles conditions finir avec ça. Très bien, c'est un message. C'est un message de Francis Ntekbo depuis Bembereke. Merci à elle. La grossesse, un dispositif du Créateur pour la multiplication de ses œuvres, devient maladie si elle est subvenue en contretemps. Prenons le cas d'une mineure pour qui les parents ont de projets de vie qui revenaient avec grossesse, un virus qui attaque l'engouement, le dévouement et la bonne volonté de toute la famille. L'enfant à naître n'aura pas à bénéficier totalement de la chaleur parentale directe. L'enfant, une richesse, oui, mais devient un imprévu, des charges complémentaires pour les parents qui sont mi-contents et mi-mécontents. D'abord, la grossesse est une maladie de nature. Et il faut être prête naturellement, mentalement et financièrement pour l'avoir, la supporter jusqu'à terme. Là, la grossesse est une maladie normale. Une fidèle mineure qui porte la grossesse du pasteur de sa chapelle. Cette grossesse est une maladie, migraine et gangrène, catalyseur, voire kamikaze de toute l'Église. Cela peut entraîner soit les meurtres volontaires, soit les migrations improvistes. Dans ce cas,
Seul le pasteur modèle pourrait qualifier cette grossesse de maladie ou de tentation venant du diable contre lequel il lutte en toute prière pour la liberté des frères et sœurs en Christ. La grossesse est une bonne maladie dont beaucoup se lèvent avec beaucoup de moyens pour en chercher et en souffrir afin d'être à l'abri des dérisoires publics. El Solo de Chiv. Bonne émission. Merci. Il est inspiré, hein? Vraiment. Il a parlé de coûts aussi. Je voudrais quand même peut-être qu'on essaie de situer les téléspectateurs. Quand on parle de grossesse normale, bon, pas de complications forcément. Combien est-ce qu'on peut prévoir pour... oui. Le budget? Oui, le budget. C'est un budget. Non, je crois que bon, il n'y a pas un budget statique fixe pour la. En fait, je crois que même s'il n'y a pas de complications, mais il y a certaines choses qu'on doit faire de façon naturelle quand la femme est enceinte, c'est-à-dire même si elle n'est pas malade, il faut quand même apporter certains soins à la femme, qu'elle aille à la consultation de façon régulière, qu'elle fasse tous les examens comme là sont liés docteur tout à l'heure. Donc, je crois que tout ça là a un coût. Il y a aussi des analyses qu'il faut faire. Il y a également en fait, même l'alimentation. Bon, voilà. Mais tu as noté dans ton cahier, ça fait combien? Est-ce qu'il peut noter? Tu peux noter? Je ne vais pas noter, mais je crois que ça a un coût et je crois qu'il faut s'y préparer. Sinon, ça devient en quelque sorte un embêtement. Il fallait après budgétiser pour voir combien, à peu près, docteur. Bon, est-ce qu'on peut budgétiser? Parce que si c'est une grossesse normale qui n'a pas de problème jusqu'à la fin, bon, c'est les frais de consultation, voilà, qu'il faut débourser avec les frais des examens, les quelques compléments alimentaires qu'on donne à la femme. Je pense que c'est ça. Hein. Et les caprices alimentaires aussi. Non, tout ça, ça fait partie de... Donc, bon, après ça, c'est l'accouchement simple qui suit. Ça dépend aussi d'une clinique à une autre, d'un hôpital à un autre, le prix. Voilà, donc... Mais, voilà, il y a ça, c'est l'hôpital. Je ne refuse pas tout ça. Mais en règle générale, bon, même si c'est un être humain qui vient. Voilà. On a dit qu'il faut s'apprêter financièrement. Mais bon. Non. Si c'est normal jusqu'à la fin, tout qu'on fait, on ne peut pas aller jusqu'à 500 000 ou 1 million. Hein. Non, on ne peut pas aller. On ne peut pas aller. Donc, si c'est normal, la 100 000 ne fait pas. Non. Jusqu'à la fin, les 9 mois. Non, c'est même les examens avec les consultations dépasseront déjà 100 000. Même l'accouchement aussi, parfois. Il faut préparer le trousseau également. C'est un coup. Non, c'est pas tout. Quand les élèves, les enfants qui vont à l'école, c'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Il faut quand on dit qu'il faut se préparer financièrement, je crois que c'est d'avoir quand même un revenu qui puisse permettre à ce que quand la femme veut aller à l'hôpital, qu'on puisse être capable de sortir quelque chose. Quand la femme a besoin d'un soin, qu'on puisse être capable de sortir. Sinon, il n'y a pas un budget fixe là qu'on dépose, qu'on dit bon, c'est ça. Non, en fait, parce qu'il y a des imprévus également lors de la grossesse. Voilà. Nafisa, qu'est-ce qui vous faisait aussi rire? Moi, je pensais qu'on allait donner un prix fixe. Nous allons poursuivre avec les messages. Au cours du premier geste de ma femme, j'ai pu noter qu'elle était souvent fatiguée après un peu de travail. Sinon, elle est une battante. Je veux parler par exemple des travaux ménagers et tout. Quand elle travaille un peu, elle est fatiguée, elle dort. Puis quelques temps après, elle reprend. Elle ne mangeait pas du tout. Mais il faut dire qu'il y a certaines femmes aussi, lors de la grossesse, c'est en ce moment qu'elles deviennent encore plus dynamiques, plus fortes. Donc, je crois qu'il faut relativiser. Quand on parle des complications qu'on peut avoir dans la grossesse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça dépend d'une femme à une autre. Tout est dans le mental. Voilà. Tout est dans le mental. Si tu veux une bonne grossesse, il suffit juste de réfléchir à une bonne grossesse et puis ça va suivre. Voilà. On supporte mieux aussi. On supporte mieux. Il y a Gabriel Adao qui nous parle de la couvade. La couvade consiste en une large variété de symptômes physiques et psychologiques ressentis par l'homme
durant la grossesse de sa partenaire. Généralement, les symptômes apparaissent au premier trimestre, apparaissent au premier trimestre, disparaissent en grande partie au second trimestre et reviennent plus intensément au troisième trimestre pour disparaître souvent à la naissance du bébé ou peu de temps après. Alors que leur partenaire est enceinte, certains pères éprouvent eux-mêmes des symptômes associés à la grossesse. Par exemple, ils ont des envies alimentaires particulières ou prennent du poids. Ces futurs papas éprouvent ce genre de symptômes d'empathie en réaction à la grossesse de leur partenaire. C'est ce qu'on appelle la couvage. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais ça arrive très souvent que les hommes... le plus remarquable, ce sont les moments de sommeil. Il y a des hommes, dès que leur femme tombe enceinte, sans même que la dame n'ait fait le test, monsieur commence pas à dormir tout le temps, il est fatigué, il mange beaucoup. Bon, pour ceux qui comprennent, ils finissent par se demander, est-ce que tu as eu tes menstrues, est-ce que tu as fait le test? Et puis ça s'avère que ça se vérifie, la femme est enceinte. Donc ils sont usés à découvrir la grossesse. C'est psychologique. Ou à partager les de la grossesse. Je connais des jumeaux comme ça, un homme et une femme. Donc quand la jumelle est enceinte, le jumeau en même temps partage le truc. Donc chaque fois quand il commence pas à sentir les symptômes, il dit mais madame tu n'es pas déjà enceinte. Donc je crois que c'est en quelque sorte une communication automatiquement quand l'autre est enceinte, l'autre ressent déjà les symptômes. Nous allons poursuivre avec la pensée de ce matin. Décider d'avoir un enfant, c'est accepter que votre cœur se sépare de votre corps et marche à vos côtés pour toujours. Décider d'avoir un enfant, c'est accepter que votre cœur se sépare de votre corps et marche à vos côtés pour toujours. Alors, un avis donc sur cette pensée, Alila? Votre cœur se sépare de votre corps. Nous savons tous, parfois même on ne désire pas un enfant et que dès qu'il vient, c'est fini. Tout votre monde, toute votre vie se résume à cet enfant-là. Il est tellement précieux, il est votre cœur. Dès que quelque chose le touche, vous sentez ça au plus profond de vous. Dès qu'on a un enfant, c'est un bouleversement, c'est une autre phase de sa vie et c'est son autre soi. C'est ça. Émeric? Je crois que quand vous avez un enfant, c'est une part de vous. En quelque sorte, c'est la chair de votre chair, c'est le corps de votre corps. Donc je crois que c'est tout à fait normal la pensée. Docteur? Oui, et ils ont tout dit déjà. C'est le cœur, c'est la vie elle-même, c'est vous-même qui êtes là. Donc c'est du waouh, c'est super. La Fissat. Ils sont justement dans la pensée de l'auteur. Quand vous décidez d'avoir un enfant, vous décidez maintenant de faire face à toutes les réalités qui vont survenir quand l'enfant va naître. L'enfant sera plus ou moins plus précieuse que n'importe quoi à vos yeux. La pensée était de Toa Derricock, qui est né le 12 avril 1941 dans l'État de Michigan. Elle est une poète et professeure d'université afro-américaine. Elle a été élue chancelière de l'Académie. Très bien, merci. Le mot de ce matin? La jeune femme et son mari qui vient de rentrer du travail. Chérie, j'ai une grande nouvelle pour toi. Très bientôt, nous serons 3 dans cette maison au lieu de 2. Le mari laisse exploser sa joie et embrasse sa femme qui poursuit. Je suis bien contente que tu le prennes comme ça. Maman arrive demain matin. Oui. Ce n'était pas un enfant. La maîtresse demande, Toto, dans la phrase « Je suis enceinte », à quel temps le verbe est-il conjugué? À l'imparfait du préservatif. Ça, c'est Toto, ça. Il n'y a que Toto pour ça. Très bien. Alors, j'ai aussi trouvé quelques images donc des galères que subissent les femmes lorsqu'elles sont enceintes. C'est pas si. Avec la régie, si on peut voir la première image, donc c'est quand la femme ne peut plus se baisser pour ramasser les choses.
c'est compliqué d'y arriver. Son ventre arrondi et puis oui. Là, on a l'impression que son ventre va exploser. Est-ce que c'est bien vrai? Déjà, c'est pas conseillé aux femmes de s'abaisser comme ça. Il faut s'abaisser en étant droit pour protéger sa colonne vertébrale. Comment s'abaisser en étant droit? Il faut s'abaisser. Aller tout droit, quoi. Ah, d'accord. Quand on fait l'exercice, quand on fait le sport, on dit, voilà, il ne faut pas aller comme ça. Il suffit juste de descendre tout simplement comme ça. Voilà. Aussi, vous suivez? Oui. Je pense que je vais voir l'image là aussi dedans. Voilà, très bien. Pour l'impression donc d'avoir le ventre qui va exploser, tout simplement. Aussi, quand on attend un enfant, quand on a besoin de coussins, de multitudes de coussins pour être à l'aise, la position, dans quelle position rester pour être se coucher surtout, dans quelle position on se couche parce que bon, il faut se coucher bien, il faut se coucher dans la position latérale. Voilà, décubitus latéral. D'accord. Voilà. Et essayer de mettre un coussin derrière son dos. Genre bloquer le dos comme ça. Voilà. Et un autre coussin comme ça, se relever aussi un peu. C'est la meilleure position. Non, sur le dos, lorsque la grossesse évolue sur le dos, il y a le poids de la grossesse qui se repose sur le nerf vague. Donc, il y a les fatigues, les étouffements et autres. D'accord. Donc, position latérale. Très bien. Donc, il faut éviter d'être sur le dos. Sur le dos. Bien. L'autre image, c'est quand notre gros ventre nous empêche donc de contrôler la pilosité. Oui, ça empêche. Comment tu vas faire? Regarder, non, tu ne peux plus rien faire. Il faut s'asseoir. Même là, c'est pas facile. Il faut demander le service de papa. De papa à côté, aide-moi, voilà. Très bien. La dernière, peut-être, c'est quand on ne peut pas boire de l'alcool alors que envie d'alcool. Exactement. Et ça dure des mois en plus. C'est pas la joie. C'est pas la joie. Mais c'est interdit. On n'a pas le choix. Très bien. Mais j'ai une petite question. Il y a aussi parfois, quand on est enceinte, où on interdit parfois des positions qu'il faut prendre lors des rapports sexuels à la femme au risque qu'elle connaisse une fausse couche ou je crois. Une fausse couche, aussi un malaise. Voilà. La femme qui est allongée, le ventre est bien arrondi, elle est allongée sur le dos. Déjà, elle a des difficultés à respirer. Donc, la position là n'est pas toutefois idéale. La position dans laquelle elle se sent le mieux quand elle tient des rapports sexuels. C'est cette position qu'il faut adopter. Non, même si elle a envie de faire acrobatie et que... Non. On a refusé tout à l'heure les sports agressifs. Donc, il ne faudrait pas qu'elle aille dans ce sens-là. Très bien, très bien. Alors, quand tu parlais tout à l'heure donc du sport de position à adopter, à quel moment est-ce que du début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse, c'est justement conseillé les rapports sexuels? Oui, c'est conseillé du début jusqu'à la fin de la grossesse, c'est conseillé. Mais chez des femmes où on interdit toute activité, c'est interdit. Les rapports sexuels. Jusqu'au nouvel ordre. Voilà. C'est votre médecin qui va vous dire, d'accord, vous pouvez commencer. Ou attendez encore un instant. Voilà. Mais s'il n'y a pas de problème, si ça évolue normalement, si ça évolue bien. 9 mois de pause. 9 mois de pause, c'est pas facile. Donc, il faut tirer aussi chapeau à ces hommes-là aussi. À ces hommes, voilà. On va parler de ça. Maintenant, je voudrais demander à quel âge il ne faut plus rêver à tomber enceinte pour ne pas compliquer la vie de l'enfant et de soi-même. Et si vous avez déjà eu d'enfants, c'est bon. Avec la femme, elle peut arrêter autour de 40 ans. Si c'est trop, sinon 35 ans, ça va déjà. 35, 36. Si elle a déjà eu le nombre d'enfants qu'elle veut, ou bien un nombre donné, vaut mieux arrêter. Déjà à 35 ans, à 36 ans, 37 ans, là, ça devient compliqué. La belle preuve, la première grossesse va bien se passer, la deuxième, mais à partir du troisième, l'organisme prend de l'âge. L'utérus de la femme s'affaiblit. Donc, il faut éviter à un moment donné de compliquer la vie à la femme. Voilà. Très bien.
Nafisat, vous n'avez rien dit sur le sujet, mais je vais quand même vous demander si vous avez côtoyé des femmes enceintes et qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, je dirais que j'ai côtoyé beaucoup de femmes enceintes quand même. Et quand on dit l'âge aussi, l'âge parfois n'est pas un facteur pour déterminer si une femme peut bien accoucher ou pas. Par exemple, j'ai eu des femmes qui ont 21 ans, 22 ans, qui ont eu des enfants et elles étaient opérées. Mais il y a elle n'avait que 16 ans ou 17 ans et elle a fait ça elle-même. Moi, ça m'a paru un peu bizarre. Il y a des gens qui ont 27 ans mais qui se font opérer et il y a des gens qui n'ont même pas encore l'âge peut-être qu'il faut pour être enceinte mais qui ne sont pas opérés. La césarienne, ça n'a rien à voir avec l'âge. Elle peut avoir 40 ans, 45 ans. Même 50 ans, tomber enceinte et accoucher normalement. Ça ne dépend pas de l'âge. Voilà, la césarienne, ça, c'est et trucs-là. C'est cause et autres là. Le poids de l'enfant, peut-être la réaction de la maman aussi. Voilà, et puis de deux. Et il y a aussi le col aussi qui joue beaucoup. Qui ne s'ouvre pas comme il faut. Voilà, alors, qui ne s'ouvre pas. 2 minutes pour clôturer, Nafisat Moudra. Bon, la grossesse, c'est pas une maladie. Allez là-dessus. C'est un moment merveilleux qu'on souhaite à toutes les femmes. Donnons-nous les moyens de préparer notre grossesse, la venue de nos enfants et soyons disponibles pour les éduquer comme il faut. Docteur, votre nom? Une grossesse nécessite beaucoup de surveillance. Une grossesse nécessite beaucoup de préparation, que ce soit physique, morale, spirituelle et financière. Donc, amons-nous, à toutes les femmes, amons-nous et soyons courageuses parce qu'une grossesse n'est pas une maladie, mais c'est un état de bien-être, une joie qui vient dans une maison. Merci. Merci beaucoup, docteur Émeric. Je crois qu'on a tout le temps parlé de ceux qui sont enceintes, mais il y a aussi d'autres qui n'ont pas, peut-être pour des raisons ou pour une raison que d'autres n'ont pas la chance de concevoir. Je crois que j'ai pensé spécial à elle et du courage. Merci infiniment. Je retiens préparation pour toute grossesse, la patience pour pouvoir vivre ces 9 mois-là, pourquoi pas, et l'assistance des proches, de mari également, du conjoint, pour pouvoir y arriver, voir le bout du tunnel après ces mois de grossesse. Amis téléspectateurs, nous espérons que nous vous avons donné tous les détails, toutes les réponses à vos préoccupations. Nafissatou Hassani, Émeric Okupeli, Alilatou Draman, docteur Gloria Vodounon Lediji, merci. Nous avions également reçu sur le plateau Karima Trilawani, consultante marketing. Merci infiniment à tous nos invités de ce matin et on se retrouve demain.